Très bien. Je vous propose que nous reprenions. Nous avons le plaisir d'accueillir Roger Pouivet. Roger Pouivet qui est donc professeur à l'Université de Lorraine et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Ses travaux se situent dans les domaines de la philosophie de l'art, de la philosophie de la religion et de l'épistémologie. Il a publié des ouvrages dans chacun de ces domaines. On mentionnera notamment l'ontologie de l'art, édité chez Vrin en 2010, L'art et le désir de Dieu, aux presses universitaires de Rennes, 2017, Épistémologie des croyances religieuses, aux éditions Le Cerf, en 2013, et L'éthique intellectuelle, une épistémologie des vertus, chez Vrin, l'an dernier. Son exposé aujourd'hui s'intitule « Sommes-nous faits pour connaître ?» Merci de l'invitation. Merci à Claudine et à Alexandre. Alors, à la question que constitue le titre de la communication, il faudrait que je parle plus proche, voilà, comme ça. Ça va mieux ? Ouais. Donc, à la question que constitue le titre de cette communication, je vais répondre, il n'y aura pas beaucoup de suspense, je vais répondre oui. Mon véritable sujet est donc plutôt d'expliquer comment, à mon sens, il est possible d'y répondre positivement. Et pour y répondre, je vais passer par au moins 3 points. Dans le premier, je montrerai quel est le rapport entre la réponse à cette question, la réponse positive à cette question, et le problème de l'intégration tel qu'il est évoqué dans l'argumentaire du colloque. Plus précisément, j'expliquerai pourquoi, à mon sens, répondre positivement à cette question, c'est d'une certaine façon contester que le problème de l'intégration se pose. Deuxième point, j'évoquerai des thèses qui contestent la réponse positive à la question posée et qui insistent plutôt sur le bien fondé du problème de l'intégration. Troisième point, j'indiquerai quelle doctrine, à la fois métaphysique et épistémologique, permet de fonder, je l'espère, la réponse positive à la question, en écartant donc, au moins d'une certaine façon, le problème de l'intégration. Et cette doctrine, c'est une doctrine scolastique assez classique, qui est celle de l'identité du connaissant et du connu, au moins telle qu'elle est comprise par un philosophe anglais qui s'appelle Peter Gitch. Voilà. Alors, si j'ai encore le temps, j'essaierai de montrer comment certains philosophes contemporains, comme Plantinga, finalement reprennent une partie de ce que l'on peut trouver chez Thomas d'Aquin, mais je ne suis pas sûr d'arriver là. Premier point, donc, métaphysique et épistémologie sont-elles simultanément acceptables, ne serait-ce que pour un domaine déterminé ? C'est ce que Christopher Peacock appelle le problème de l'intégration. L'épistémologie porte sur la connaissance, comprise comme une représentation de la réalité. Elle en examine la possibilité de cette connaissance et ses modalités. La métaphysique, elle, prétend se prononcer sur le monde tel qu'il est, sans se limiter à nos représentations. Et les deux, épistémologie et métaphysique, la question qui se pose, c'est est-ce qu'elles sont conciliables ? La première, l'épistémologie, semble montrer que nos représentations de la réalité ne permettent pas de garantir que nous connaissons le monde tel qu'il est, ni même que nous le puissions. Et donc, elle n'encourage pas tellement, dans ce cas-là, à affirmer la possibilité de la métaphysique. Alors, c'est une question évidemment ancienne, très ancienne, et c'est celle à laquelle, d'une certaine façon, parvient à répondre Descartes. Nous serions capables de nous assurer de la fidélité de nos représentations au monde tel qu'il est, selon lui, et la condition, ou au moins une des conditions, est que la connaissance soit garantie par un Dieu vérace, dont, comme vous le savez, l'existence est prouvée dans les méditations métaphysiques. Les philosophes modernes n'ont majoritairement pas repris cette solution à ce qu'on appelait le défi sceptique, par une garantie, la solution au défi sceptique par une garantie théologique.
Et la simple possibilité de connaître les choses telles qu'elles sont est devenue, dans la philosophie moderne, extrêmement problématique. La connaissance métaphysique serait alors un vœu pieux, et la séquence historique Locke, Hume, Kant montrerait cette impossible conciliation en fait entre le projet épistémologique et la prétention à la connaissance métaphysique. À tel point que faire de la philosophie, souvent, est devenu l'affirmation de cette conciliation impossible et dès lors, comme on l'a dit, d'une fin de la métaphysique. Et finalement, pour un bon nombre de philosophes modernes et contemporains, pour parler comme Richard Rorty, le monde est bien perdu. Les versions du renoncement à la métaphysique ont été multiples, variées. Elles ont toutes en commun l'idée d'un abîme incommensurable entre l'esprit et le monde. La croyance en l'existence d'un monde indépendant de notre esprit est même souvent présentée comme l'illusion métaphysique par excellence. Alors si on compare cela à ce qu'on peut appeler la tradition aristotélico-thomiste, à laquelle la pensée moderne, pour une part, s'est substituée, on s'aperçoit que dans cette tradition-là, le problème de l'intégration ne se pose pas vraiment. Pour Thomas d'Aquin, dans la lignée d'Aristote, épistémologie et métaphysique ne sont pas deux projets distincts, celui d'une théorie de la connaissance et celui d'une connaissance des choses telles qu'elles sont, et donc il n'y a pas vraiment, de nécessité d'intégrer ou de concilier. Et la raison fondamentale est que et le principe, la raison fondamentale pour laquelle le problème, finalement, chez lui, ne se poserait pas, le problème de l'intégration, c'est le principe qu'il est dans la nature de l'homme de connaître. Connaître est une tendance, un appétit, on peut dire un pouvoir ou un désir qui caractérise l'homme métaphysiquement, c'est-à-dire comme l'être qu'il est. Il dit, de même que, selon sa nature corporelle, l'homme désire naturellement les plaisirs de la nourriture et du sexe, de même, selon sa nature spirituelle, il désire naturellement connaître. C'est pourquoi Aristote a pu dire, selon lui, selon Thomas d'Aquin, c'est pourquoi Aristote a pu dire que tous les hommes désirent naturellement savoir. Et dans son commentaire de la métaphysique, Thomas précise que l'opération propre, je cite, l'opération propre à l'homme en tant qu'homme est d'intelliger, de comprendre la réalité telle qu'elle est. Et c'est par là, en effet, c'est par cette opération-là qu'il diffère de tous les autres êtres. Et c'est pourquoi le désir de l'homme tend naturellement à intelliger et, par conséquent, à savoir. Le présupposé métaphysique massif de cette position, c'est que la nature ne fait rien en vain. Chaque être tend vers ou désire naturellement le bien qui lui convient, et c'est par cette tendance qu'il se réalise selon sa nature. Le monde est ainsi fait que, sous certaines conditions du moins, un être réalise ce pourquoi il est fait. L'impossibilité de parvenir à la connaissance est donc contingente, elle ne concerne que des cas particuliers dans des circonstances inappropriées. L'espèce humaine, par son existence même, réalise sa nature, et dès lors, sa nature connaissante, et dès lors, le monde tel qu'il est en lui-même est connaissable par des êtres tels qu'en nous-mêmes nous sommes, c'est-à-dire faits pour connaître. Si désirer connaître et être rationnel est une seule et même chose, alors la connaissance en tant que bien propre des êtres rationnels est même ce qui nous attire. Nous pourrions être définis comme la sorte d'êtres qui, constitutivement, ont une attirance pour la connaissance, et pas seulement pour les plaisirs de la nourriture et du sexe, manifestement, les deux ne sont pas incompatibles, mais ont une attirance pour la connaissance comme appréhension des choses telles qu'elles sont. Ce qui suppose que la réalité des choses à laquelle nous aspirons ne soit pas cachée ou inatteignable, et encore moins illusoire. L'intégration ou la conciliation d'épistémologie et de la métaphysique, pour Thomas, est réalisée dans la finalité, à l'œuvre, dans tout ce qui existe. Et un aspect de la cause finale de la réalité, c'est sa cognoscibilité par des êtres
dont la finalité propre est la connaissance des choses telles qu'elles sont. L'idée que les représentations que nous nous faisons des choses seraient susceptibles de ne pas correspondre à ce que les choses sont, c'est exactement, c'est quasiment une phrase que l'on trouve dans le paragraphe 9 des Prolégomènes de Kant. Donc l'idée que ça pourrait ne pas correspondre à ce que les choses sont, nos représentations, est écartée par cette finalité. L'erreur, parce qu'on dira, oui, mais il y a la possibilité de l'erreur, bien sûr, mais l'erreur n'est pas le régime naturel de la vie intellectuelle pour Thomas. Et donc, l'erreur, l'explication de l'erreur, elle va être psychologique, elle va être sociologique, elle va être épistémologique, elle peut être même aussi éthique, mais en tous les cas, elle n'est pas métaphysique. Toutefois, par connaissance métaphysique, si on dit, voilà, nous avons tout naturellement une connaissance métaphysique, par connaissance métaphysique, il ne faut pas entendre en ce cas une science. Il ne faut pas entendre, il faut avoir une conception, je dirais plutôt démocratique de la connaissance métaphysique, qui serait une connaissance de Monsieur Tout-le-Monde, tous les jours que Dieu lui fait, parce qu'elle n'est nullement séparée de la connaissance sensible et de la connaissance empirique pour des êtres tels que nous sommes. Donc la connaissance métaphysique n'est pas une connaissance spécialisée, c'est une connaissance, on pourrait presque dire immédiate, constante, j'en donnerai un exemple plus tard. Cette connaissance métaphysique, je dirais spontanée presque, doit être présupposée pour rendre compte d'une connaissance métaphysique qui serait spécialisée. C'est-à-dire une connaissance métaphysique qui serait celle des métaphysiciens au sens où nous le sommes tous, bien sûr, dans cette salle. Une connaissance technique. Voilà. Donc il y a je dirais une connaissance métaphysique, j'irais presque dire ordinaire, même si le mot ne convient pas forcément, qui est présente qui est comprise dans notre vie intellectuelle de tous les jours, je dirais, et c'est à partir de celle-là qu'il est possible d'avoir une connaissance métaphysique spécialisée, technique, scientifique, si l'on veut. Et Thomas explique que peu d'hommes peuvent se livrer à l'étude de la métaphysique pour elle-même, comme discipline ou comme science. Finalement, il en dit la même chose que pour la théologie, et dans les deux cas, de la métaphysique et de la théologie, pour les mêmes raisons. Premièrement, parce que c'est difficile. C'est-à-dire, autant on a une connaissance métaphysique ordinaire tous les jours, autant faire de la métaphysique, c'est difficile. Et, précise-t-il, beaucoup d'hommes sont paresseux. Deuxièmement, il faut consacrer à la métaphysique un temps dont, en pratique, la plupart des gens ne disposent pas. Mais qu'il y ait une connaissance métaphysique, on pourrait dire ordinaire ou de bas niveau peut-être, ne suppose nullement qu'il y ait une métaphysique de haut niveau, même si le contraire est vrai, c'est-à-dire que cette métaphysique de haut niveau suppose cette métaphysique de bas niveau. Dans la perspective thomiste, notre vie intellectuelle se caractérise donc par une confiance métaphysique, et la confiance métaphysique, on pourrait la définir comme de la façon suivante: nous sommes tels que du meilleur fonctionnement de notre nature humaine rationnelle résulte une connaissance de la réalité telle qu'elle est. Notre vie intellectuelle est donc en permanence dirigée vers les choses telles qu'elles sont. C'est que cette vie, caractéristique des êtres humains, celle pour laquelle ils sont naturellement faits, n'est pas simplement végétative et n'est pas simplement sensible, elle est constitutivement intellectuelle. Et c'est donc aux métaphysiciens, on pourrait dire patentés, d'expliquer pourquoi nous avons une connaissance métaphysique sans même avoir à être métaphysicien. Peut-être qu'il est possible de le dire autrement, le sens commun est métaphysique, et c'est ce que signalerait une métaphysique du sens commun, mais je laisse cela à Jean-Baptiste pour demain.
non, cet après-midi, une épistémologie par principe intégrée à la métaphysique, comme l'est celle de Thomas d'Aquin, ne pose pas la question que puis-je connaître. Elle demande quelle sorte d'être sommes-nous. Et la question épistémologique est ainsi une question métaphysique. La raison est que ABC ad posse valet consequentia, c'est-à-dire que dès lors, enfin on peut dire que si on accepte cette formule, l'épistémologie est une partie de la métaphysique comprise comme une discipline philosophique. L'épistémologie élabore ce qui est à l'œuvre dans la vie intellectuelle d'être tel que nous sommes, ceux qui sont faits par leur nature pour la connaissance métaphysique. Et épistémologie et métaphysique sont l'une comme l'autre descriptives, elles ne fondent ni ne réforment rien. Elles n'en sont pas moins normatives en décrivant les normes naturelles caractéristiques de ce que les choses sont. Au passage, elles décrivent notre propre nature. En particulier, elles disent ce pourquoi nous sommes faits et corrélativement ce que sont les autres choses dans un monde finalisé. Alors, on se dit c'est trop beau pour être vrai, et c'est évidemment la réaction que beaucoup de philosophes ont à l'égard d'une confiance métaphysique aussi, qui semble aussi, je dirais, naïve et dogmatique à la fois. Certains ont même considéré que la philosophie, puisqu'il s'agit de ça aussi, de s'interroger sur la connaissance philosophique, se doit de commencer, et ce serait même toute sa dignité, par la défiance épistémologique et métaphysique, et non pas par cette forme de confiance un peu béate. Il faudrait donc justifier notre droit de prétendre à la connaissance, qu'elle soit métaphysique ou non. Et pour bon nombre de philosophes, modernes en particulier, dès que nous entreprenons cette démarche, nous ne parvenons pas si facilement que cela à garantir une représentation objective des choses, et donc dire que c'est open bar métaphysique, si je puis dire, aussi facilement, ça semble épistémologiquement tout à fait irresponsable. La connaissance métaphysique prétendue pourrait n'être qu'une illusion dont, heureusement, on nous aurait débarrassé, soit que nous renoncions dramatiquement à la métaphysique par l'affirmation d'une forme d'antiréalisme ou d'un simple réalisme interne, soit que nous adoptions une sorte de quiétisme philosophique selon lequel nous pourrions être réalistes tout en abandonnant sans regret des prétentions métaphysiques inutiles, surtout dans la vie ordinaire, soit encore que les sciences physiques prennent la place de la métaphysique pour dire ce qui existe et comment les choses sont, et que les sciences naturelles soient finalement soit le contenu de notre métaphysique. Alors, ces attitudes philosophiques caractéristiques de la défiance métaphysique sont nombreuses. On peut en évoquer rapidement deux: l'anti-réceptivisme épistémologique et ce qu'on peut appeler le pessimisme ontologique. Je leur mets des noms très laids pour qu'on s'en défie beaucoup. L'anti-réceptivisme épistémologique, je pense que beaucoup de philosophes modernes vont dans ce sens-là. Ils affirment comme une évidence que la réalité ne pénètre pas dans notre esprit. La réalité n'est pas le contenu de nos concepts, ni la signification de notre langage. La raison fabrique les concepts, et c'est elle qui donne leur contenu, mais la signification de nos énoncés est une affaire strictement sémantique, sans portée ontologique. Et donc la correspondance de notre représentation, mentale ou linguistique, avec la réalité est forcément très incertaine. Et pour certains, l'idée même d'une réalité toute faite, indépendante des schèmes conceptuels de sa description, n'a finalement aucun sens. Donc l'objectivité de la connaissance, de toute façon, n'est pas identifiable à un accès à cette réalité toute faite, ready-made. L'objectivité tient à certaines caractéristiques de notre activité épistémique, respect des normes cognitives et enquête scientifique. Elle est interne à l'esprit, en quelque sorte, ou interne au langage. D'autres s'émerveillent du dynamisme de notre activité épistémique, et ce n'est en rien une attitude passive, donc de réception des choses telles qu'elles sont. C'est une conception et une reconception, comme dit Nelson Goodman.
car on n'appréhende pas des essences comme on cueille les fleurs des champs. L'antiréceptivisme est en ce sens épistémologiquement optimiste, justement en renonçant à la connaissance métaphysique. Donc voilà un premier type de thèse complètement incompatible avec cette confiance métaphysique dont j'ai parlé auparavant. Et puis il y a ce qu'on peut appeler le problème de la connaissance facile, qui est une autre attitude qui tend vers une forme de pessimisme épistémologique et qui consiste à contester que la connaissance, en général, soit facile. Alors, encore moins facile la connaissance des choses telles qu'elles sont. Parce que c'est seulement si on a l'assurance de la fiabilité d'une source potentielle de connaissances qu'elle peut produire des connaissances. Mais justement, cette fiabilité fait tout le problème de la connaissance facile. On a parlé aussi à ce sujet du problème du critère. On peut l'énoncer tel qu'on le trouve chez Montaigne, c'est un problème ancien. Pour juger des apparences que nous recevons des sujets, c'est-à-dire des objets pour nous, il nous faudrait un instrument judicatoire. Pour vérifier cet instrument, il nous y faut de la démonstration. Pour vérifier la démonstration, un instrument, et Montaigne dit « nous voilà au rouet ». À supposer que notre connaissance résulte tout naturellement de l'exercice de nos facultés cognitives, encore nous faut-il savoir en quoi consiste de connaître, ce qui suppose d'avoir un critère de la connaissance, mais indépendamment de ce qui résulte de l'exercice de nos facultés cognitives. Or, par principe, nous n'en avons pas. Donc, la connaissance est forcément difficile, et même très difficile, et faire de l'épistémologie consisterait à le reconnaître. Un pessimisme épistémologique modéré serait la thèse que du fonctionnement de nos facultés cognitives résultent certes des croyances, mais pas encore des connaissances. Moins encore en résulte-t-il la connaissance des choses telles qu'elles sont ou une connaissance des essences. C'est pourquoi l'épistémologie est apparue comme une critique de la prétention à la connaissance métaphysique par un rappel constant que la connaissance, c'est difficile. Et la confiance métaphysique serait une forme de laxisme épistémologique. La connaissance se gagne à la force des justifications, lesquelles ne sont jamais faciles à obtenir, et nombre de philosophes ont jugé que le seul domaine où, à la rigueur, il serait possible d'y prétendre, ce sont justement les sciences de la nature, et l'ontologie et la métaphysique ne sont pas concernés par, cette capacité de parvenir tout de même à une certaine objectivité. L'antiréceptivisme et le pessimisme ontologique justifient-ils la critique de la tradition thomiste selon laquelle nous sommes faits pour connaître les choses telles qu'elles sont, selon laquelle une créature rationnelle est ipso facto une créature métaphysique? En fait, je ne suis pas sûr que dans cette tradition, dans la tradition thomiste, on dispose d'un argument, et même d'un ensemble d'arguments, permettant de confondre les antiréceptivistes et les pessimistes épistémologiques. Je crois que c'est peine perdue d'essayer de le chercher. Ce que cette tradition propose est plutôt une description métaphysique du monde, et de cette description, le réceptivisme épistémologique et l'optimisme épistémologique, dans cette description, c'est bien ça que je veux dire, dans cette description, le réceptivisme et l'optimisme sont des conséquences. Donc, il n'y a pas un argument, il n'y a pas un ensemble d'arguments à opposer aux attitudes qui sont plutôt celles des philosophes modernes. C'est plutôt une description générale de laquelle qui tend à saper ce qui pourrait être des tentations réceptivistes et anti-réceptivistes et pessimistes. Et je crois que la doctrine aristotélicienne et thomiste, mais peut-être surtout thomiste, de l'identité du connaissant et du connu
est la pièce maîtresse de cette description métaphysique. Aristote, dans le De Anima, affirme que l'âme peut devenir toutes les choses. Et elle le peut par une double potentialité, une disposition à la réceptivité et une disposition à un acte dans lequel elle agit comme la lumière à l'égard des couleurs. Aristote dit ainsi, je cite, « La connaissance en acte se confond avec l'objet auquel elle s'applique. » Il ajoute, « L'âme est en quelque sorte toutes les choses qui sont. Et la connaissance est en quelque façon les choses qu'elle connaît. » Ce sont des textes très célèbres. Les choses connues ne sont évidemment pas reçues matériellement dans l'âme, elles y sont par leur forme, et il précise, car ce n'est pas la pierre qui est dans l'âme, c'est seulement sa forme. Aristote indique à cet égard que l'âme est comme la main. Si la main est l'instrument des instruments, l'intelligence est la forme des formes. Et dans son commentaire du De Anima, Thomas présente les choses ainsi. Je le lis. Par là, il appert que l'âme s'assimile à la main. La main, en effet, est l'instrument des instruments. Parce que les mains ont été données à l'homme au lieu de tous les instruments qui ont été donnés aux autres animaux pour leur défense, ou pour l'attaque, ou pour leur abri. En effet, toutes ces choses, l'homme se les fabrique à la main. Et pareillement, l'âme a été donnée à l'homme au lieu de toutes les formes, de sorte que l'homme soit d'une certaine manière tout être, en tant que par son âme, il est d'une certaine manière toute chose, pour autant que son âme reçoit toutes les formes. En effet, l'intelligence est une forme qui revêt toutes les formes intelligibles, et le sens est une forme qui revêt toutes les formes sensibles. Thomas comprend l'identité du connaissant et du connu comme une identité formelle. L'espèce qui informe l'intellect est la même que celle qui informe la chose connue, mais selon deux modes d'existence différents. Dans la forme est dans son être intentionnel, dans l'esprit, in esse intentionnale, et dans son être naturel, dans la chose connue. Nous connaissons les choses parce qu'il peut y avoir dans notre intellect cela même qui fait de la chose ce qu'elle est. Comme le dit Peter Gitsch, c'est dans le livre « Trois philosophes » qui est écrit avec Elisabeth Anscombe. Anscombe s'est occupé d'Aristote et Gitsch s'est occupé de Thomas d'Aquin et de Frege. Comme le dit, c'est ça les trois philosophes, comme le dit Peter Gitsch, ce qui fait d'une sensation ou d'une pensée d'un X, ce qui fait d'une sensation ou d'une pensée d'un X celle d'un X, c'est qu'elle est une occurrence individuelle de la forme même ou de la nature qui se produit dans un X. C'est ainsi que notre esprit atteint la réalité. Le fonctionnement de nos facultés sensibles et cognitives est en même temps l'appréhension de ce qui fait des choses ce qu'elles sont, du moins dans les circonstances appropriées. Il n'y a pas de relation entre l'esprit et la réalité, comme s'ils se faisaient face et que leur ajustement n'était jamais vraiment adéquat. Être au sujet de X n'est pas une relation dans laquelle la sensation ou la connaissance est un terme et la chose sentie ou la chose connue serait l'autre terme. Être au sujet de X est ce qu'est une sensation de X ou une pensée de X. La pensée n'existe pas dans une quasi-indépendance du X au sujet duquel elle est. Une autre façon de le dire, c'est que la pensée est la réalité à appréhender plutôt que l'appréhension d'une réalité. Il n'existe pas de phénomène, des données sensibles ou des objets intentionnels auxquels nous aurions affaire mentalement ou intérieurement, des réalités mentales,
mais il y a une réalité appréhendée sous sa forme intentionnelle dans des actes mentaux. Ceux-ci sont l'exercice de capacités ou de dispositions intellectuelles qui sont caractéristiques d'une certaine sorte d'être. Bien sûr, il se pourrait qu'il y ait une forme intentionnelle, une xité d'un X, mais que rien dans le monde ne soit actuellement ou réellement un X. L'alcoolique peut voir des mygales, des serpents et des rats grimpant sur lui, comme dans le film que j'ai récemment revu de Jean-Pierre Melville, Le Cercle Rouge. C'est Yves Montand qui est l'alcoolique. Pour autant, cela ne signifie pas que dans la perception et dans l'hallucination, la même chose se trouve dans l'esprit, un même objet intentionnel, et la différence n'est pas que dans le cas d'une perception, il y a une réalité extérieure correspondante, et non pas dans l'autre cas, celle de l'hallucination. Ce qui encouragerait à faire, si au contraire on admettait cela, ce qui encouragerait à faire de l'hallucination une relation avec une réalité inexistante. Et pourquoi pas alors de la perception une relation avec une entité qui simplement se trouve exister. Et dès lors, la perception serait une hallucination vraie et une fausse hallucination, en quelque sorte. Mais si être au sujet de X, c'est être d'une certaine façon, pour celui qui a une sensation ou une pensée de X, alors ce n'est pas la même chose d'avoir une hallucination, justement parce que ce n'est pas une sensation ou une pensée de X. Celui qui a une hallucination ne se trompe pas au sujet de l'existence de quelque chose en dehors de lui, mais il se trompe au sujet de ce qui lui arrive. Finalement, l'hallucination concerne la connaissance de soi et non pas la connaissance des choses en dehors de nous. Surtout, l'halluciné n'a pas la sensation ou la pensée de quelque chose qui n'existe pas. Mais il n'a pas la sensation qu'il croit avoir, ni la pensée qu'il croit avoir. En revanche, parce que là, on est dans le cas pathologique, mais puisque j'ai dit nous sommes faits spontanément pour connaître, alors on va prendre le cas commun, le cas habituel. En revanche, quand Pierre reconnaît son ami Paul au bout de la rue, qui lui fait un signe de la main en s'attendant à ce que Paul lui dise bonjour. Pierre reconnaît Paul comme ce qu'il est, et par ce qu'il est, un être humain et un ami. Et dans l'acte de le reconnaître, ce qui fait de Paul ce qu'il est présent. Dans l'acte mental de le reconnaître, ce qui fait de Paul l'être qu'il est présent. La doctrine de l'identité formelle n'explique pas comment ce qui est dans l'esprit de Pierre correspond à ce qui est dans la réalité, comment il s'est forgé une représentation objective, voire fidèle de la réalité, en l'occurrence, pour Pierre, celle de Paul, et de certaines de ses caractéristiques. Cette doctrine distingue l'existence actuelle d'un A et son existence intentionnelle comme disposition d'un être rationnel à penser que ceci est un A. En ce sens, l'explication fournie par cette doctrine est avant tout métaphysique, mais elle concerne des modes d'existence, c'est pour ça qu'elle est métaphysique, mais elle a une conséquence épistémologique. Si tout se passe, je dirais, normalement, pour les êtres constitués tels que nous sommes, que le processus au terme duquel Pierre juge que c'est Paul qui arrive en face de lui est fiable, par exemple, il est fiable, s'il est myope, vaut mieux que si Pierre est myope, vaut mieux qu'il porte ses lunettes. Alors, Pierre identifie Paul par ce qui fait de Paul ce qu'il est. Il l'identifie par sa quiddité. Et il ne saurait même pas l'identifier autrement. Une forme est donc réalisable de deux façons, actuellement ou réellement et
intentionnellement. L'identité formelle suppose une causalité formelle. Et c'est cette causalité formelle, la causalité de la forme elle-même, c'est cette causalité formelle qui fait des choses ce qu'elles sont, dans la réalité ou dans la connaissance que nous avons des choses. Dans les deux cas, c'est la même chose. On dirait presque que c'est la même causalité. La cause finale de la sorte d'être que nous sommes est le bien que constitue pour des êtres de notre sorte, doués d'un esprit tel que le nôtre, l'appréhension, le bien que constitue l'appréhension de la réalité comme ce qu'elle est. Et le bien de cette sorte d'être est de savoir ce que sont les choses, de les connaître par ce qu'elles sont. Être fait pour cela, c'est vivre en disposant d'une capacité de penser les choses telles qu'elles sont. Ce qui explique donc métaphysiquement que nous connaissions, mais métaphysiquement, que nous connaissions, donc ce qui explique donc métaphysiquement que nous connaissions, c'est la sorte de vivant que nous sommes, essentiellement. Différents de ceux qui sont seulement végétatifs, comme la salade dont il a été déjà question ce matin, ou sensibles, qui ne sont pas, comme nous, des êtres rationnels. Pour qui accepte la doctrine de l'identité formelle du connaissant et du connu, et pour qui accepte la thèse d'une finalité propre d'une certaine forme de vie humaine, épistémologie et métaphysique ne sont décidément pas deux domaines hétérogènes, que nous pourrions parvenir, tant bien que mal, à concilier. Épistémologie et métaphysique sont plutôt deux faces de la même monnaie. L'analyse épistémologique ne suppose pas autre chose que la notion métaphysique de forme, et la métaphysique comprend une explication de l'existence d'être capable de connaître les choses. Donc les notions métaphysiques de forme et de causalité, causalité matérielle dans le cas de la connaissance sensible et formelle dans le cas de la connaissance intellectuelle, c'est-à-dire la compréhension. Donc les notions métaphysiques de forme et de causalité appartiennent, en ce sens, à la description épistémologique. Et la description métaphysique, en termes d'être intentionnel et d'être réel, est corrélative de l'existence d'une sorte d'être dont les actes cognitifs sont immédiatement l'appréhension d'entités réelles. Ces êtres se définissent par ce pourquoi ils sont faits, comprendre et aussi vouloir. C'est pourquoi Thomas dit que, il dit ça dans la Somme théologique, dans la Prima Pars 85.4, mais aussi dans le De Veritate, le premier livre, la question 12. C'est pourquoi Thomas dit que la quiddité est l'objet propre de l'intelligence. La quiddité, l'essence, au moins tel qu'il la comprend là, est l'objet propre de l'intelligence. La connaissance rationnelle ne peut pas être, semble-t-il, ne peut pas être ce à quoi les êtres humains parviendraient laborieusement, pour peu qu'il soit possible d'avoir une justification épistémologique de la possibilité de la connaissance. Si la connaissance est l'opération essentielle de la nature humaine, elle est consubstantielle à notre existence en tant qu'être humain. Et elle consiste à reconnaître ce que sont les choses réellement. Alors, ça ne veut pas dire que cette connaissance immédiatement métaphysique soit toujours, ni même souvent, claire et distincte. Thomas dit à un endroit que, au contraire, nous sommes plutôt débiles de ce côté-là, et qu'aucun philosophe n'a jamais même su ce qu'est exactement une mouche. Donc, loin de là. Mais donc loin, c'est pas ça qui donne forcément une connaissance approfondie des choses telles qu'elles sont. Mais c'est une connaissance, et la raison, c'est que c'est toujours une connaissance obtenue à partir du sensible, et donc elle va forcément souffrir
de l'obscurité même, pour notre esprit, de la matière. Mais il n'en dit pas moins que dans la connaissance de la quiddité et de tout ce qu'on connaît par elle, l'intelligence ne se trompe jamais. Et donc cette connaissance qui ne se trompe jamais semble finalement être une connaissance métaphysique que l'on peut comprendre comme l'identification des choses qui nous entourent, l'identification immédiate des choses qui nous entourent. Ça lui semble à la fois nécessaire et suffisant pour considérer que nous avons une connaissance métaphysique. Alors, si j'avais plus de temps, et je ne vais faire qu'esquisser ce point, je serais tenté de montrer que qu'on trouve dans l'épistémologie contemporaine des philosophes qui semblent finalement dire de façon extrêmement différente quelque chose qui est quand même assez proche de ce que dit Thomas d'Aquin, dont Plantinga, Alvin Plantinga. Si vous êtes un fiabiliste à la Plantinga, vous dites, et voilà ce que dit Plantinga, la probabilité est élevée qu'une croyance d'une personne soit pour elle garantie si la connaissance est produite dans cette personne par des facultés cognitives fonctionnant correctement, cette connaissance est formée dans un environnement épistémique approprié, les facultés cognitives de cette personne opèrent selon ce qu'il appelle un plan de conception ayant fiablement pour but la vérité, c'est-à-dire il est fait, cette personne est faite pour parvenir à la vérité, et cette personne n'a pas de raison de rejeter cette croyance, c'est-à-dire elle n'a pas ce que Plantinga appelle des defeaters, des défaiseurs, des objections, on ne sait pas trop comment traduire ça, hein. Elle n'en trouve pas, ou quand on lui les donne, quand on lui donne des raisons de renoncer à sa croyance et à sa connaissance même, eh bien elle a un defeater de ce defeater, donc elle a une objection à avancer contre cette objection. Je crois qu'on pourrait assez aisément redéfinir en termes thomistes, disons, les quatre éléments de la croyance garantie de la connaissance garantie chez Plantinga. Je pense que ça ne serait pas très difficile et qu'on a quelque chose de très proche dit dans des vocabulaires évidemment extrêmement différents. Donc on pourrait thomasiser, si je puis dire, to equinize, on dirait sans doute en anglais, Plantinga assez facilement, je crois, et donc on pourrait être amené à dire après Plantinga, Saint Thomas. Merci.